Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne où nous allons achever la playlist de l'affaire du poudrier de cristal. Alors avant que nous examinions ensemble en fait les petits conseils de maîtrise que j'ai joints à la fin du scénario, je vais commencer par vous tenir informé de quelques éléments que j'ai rajoutés au cours de l'élaboration et dont je ne vous avais pas parlé. Alors, vous vous rappelez certainement de ce petit chapitre, entre guillemets, concernant les freins et les moteurs. J'ai choisi de rajouter deux autres freins et moteurs pour permettre au maître de jeu d'avoir un peu plus accès, enfin des outils pour changer la dynamique du scénario. Le premier que j'ai rajouté, c'est Jack Foley, un jeune journaliste arriviste fraîchement débarqué de Boston, qui va se faire employer auprès du bulletin d'Everett et qui va tenter de, en racontant, en feuilletonnant en fait les crimes rituels, de se faire un nom parmi les plumes de la ville. Alors, c'est très pratique un journaliste parce que selon ce dont vous avez besoin, vous pouvez à la fois le faire intervenir pour freiner un peu, gêner les investigateurs, ou alors au contraire le faire intervenir comme étant quelqu'un qui pourrait devenir à terme un allié, partager certaines de ses informations, etc. Ensuite, j'ai rajouté une paire d'agents du FBI, deux Men in Black, qui ont été dépêchés par le bureau de Boston, qui commence à s'inquiéter de la situation, qui a conscience que la police piétine concernant ces crimes rituels, et qui a bien envie voilà, que ça cesse immédiatement. Everett étant, je vous le rappelle, à proximité de Boston. Donc ça fait un petit peu de désordre quand même, cette histoire de tueurs en série. Ils sont deux, donc Oliver McGovern, plutôt armoire à glace, un peu nonchalant et un peu placide, et puis un petit frisé plus nerveux qui lui va être qui s'appelle Steve Mills et qui lui va être un peu tout le temps sur des charbons ardents. Voilà, encore une fois, alors eux, ils vont démarrer plutôt comme étant des freins vis-à-vis des investigateurs, puisque s'ils les repèrent, qu'ils apprennent que ceux-ci mènent une enquête parallèle, ils auront certainement envie d'en savoir un peu plus et voudront les interroger. Mais également, il y a moyen au cours du scénario, si les investigateurs les rencontrent plusieurs fois, de nouer des liens, et pourquoi pas de les inviter pour le final dans la demeure du juge Arnold Sanders. Ensuite, j'ai rajouté 4 PNJ, mais vraiment à peine esquissés. L'idée, c'est d'avoir des noms sous la main, et puis vous pouvez les utiliser, quel que soit le PNJ dont vous avez besoin. J'ai mis 2 femmes, 2 hommes. Imaginons que vos personnages décident d'aller dans un supermarché, ou d'aller dans une boutique, ou d'aller, voilà. Vous pouvez les utiliser. Parfois, c'est difficile quand on est dans la partie, d'avoir la présence d'esprit, de trouver un nom qui sonne un peu, une petite description. Donc c'est assez succinct, c'est des petits outils comme ça, très faciles à utiliser. Alors je vous propose qu'on regarde maintenant les conseils de maîtrise que j'ai joints à la fin du scénario. Alors nous y voici, les conseils de maîtrise. Voici quelques petites pistes pour vous aider à mener la partie de façon fluide et cohérente. Ces informations, alors je vous l'explique, en fait, elles sont des suggestions. Vous pouvez les ignorer, n'en considérer que certaines, ou même complètement les remanier. Voilà. C'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs. Ça permet de confronter avec peut-être ce que vous, d'emblée, en lisant le scénar, vous auriez choisi de faire pour le maîtriser. Et c'est toujours un moyen qui vous permet le fameux think out of the box, de voir un point de vue différent du vôtre. Enfin, moi je sais que quand je suis meneur, que je suis face à un scénario, j'aime bien avoir des indications. Certaines, je vais les utiliser, d'autres vont me sembler pas nécessaires, etc., etc. Mais bon, c'est toujours des points intéressants. Et puis il y a quelques petites choses, comme nous allons voir, un petit peu sur comment vraiment gérer certaines mécaniques. Alors, recueillir les témoignages. Lorsque les investigateurs interrogent des témoins, dans la plupart des cas, moi je pense qu'il est bon en fait de se contenter de répondre aux questions posées pour éviter de tomber dans le fameux allez, jette un dé, hop, ça y est, on t'explique tout ce qui se passe. Non, non, moi j'ai envie que on est quand même dans un jeu d'enquête mystérieuse, d'enquête poulpique,
Donc il faut quand même que les investigateurs fassent l'effort de poser les bonnes questions, sinon la partie perd grandement de son intérêt. J'ai envie de dire, bon, il y a le Monopoly ou les petits chevaux pour ce genre de loisirs. De plus, lorsque les témoignages sont assujettis à des tests de compétences, ces tests ils doivent se déclencher uniquement si les bonnes questions sont posées. Encore une fois, c'est pas toujours évident quand on lit le scénario, parce que je vais indiquer à tel endroit ce que c'est ce personnage. Donc il faut partir du principe que ce qui est sous-entendu, c'est qu'en réalité ce personnage ne va le révéler aux investigateurs que si ceux-ci l'interrogent à ce propos. Ensuite, petite précision concernant les actions menées en groupe. Alors souvent, c'est même le cas de figure le plus présent, qui arrive le plus souvent, les investigateurs se baladent à plusieurs et enquêtent à plusieurs. Alors au cours d'une scène, lorsqu'ils sont plusieurs, en fait, moi ce que je fais, c'est que j'autorise, par exemple dans le cas où les investigateurs voudraient utiliser leurs compétences de persuasion pour recueillir des témoignages, ils vont pas tous avoir le droit de faire un tirage de persuasion. Je vais autoriser deux types de configurations. Dans le premier cas, un personnage commence à poser une question et à persuader son interlocuteur de lui livrer la réponse, et un deuxième personnage peut faire quelques petites précisions, etc. Dans ces cas-là, c'est un jet de soutien. Je fais tirer d'abord le second. S'il réussit, ça donne un bonus au premier pour déclencher la mécanique de jeu. Par contre, je ne vais pas autoriser un personnage à utiliser sa compétence de charme, alors qu'ils sont 4 devant l'antagoniste, et puis s'il la rate, le deuxième, ah ben moi aussi j'essaye de le charmer. Non, ça se passe pas comme ça me semble un peu... alors peut-être s'il y a un côté qui va vous paraître très simulationniste, mais moi ça me paraît pas du tout convenir de dire, alors machin essaye de persuader, il n'y arrive pas, donc bidule prend la suite, etc. Non. Il y en a un qui tente une persuasion, généralement celui qui pose la question, qui prend la parole, et puis s'il rate, il faut utiliser autre chose. Alors par contre, vous avez le droit de commencer par essayer de gentiment charmer ou persuader un témoin, et puis si ça ne fonctionne pas, de passer à de l'intimidation. Là, ça c'est autorisé, ça amène donc aussi un roleplay différent, etc. Ça enrichit aussi le contenu de la partie. Ensuite, il y a un petit paragraphe que j'ai appelé « Monter progressivement la tension ». Très important dans une partie, surtout une partie de jeu atmosphérique. Il faut vraiment veiller à ce que la dynamique de la partie ressemble à quelque chose, et que ce soit pas encéphalogramme plat ou des montées, des descentes tout le temps. Bon, moi j'aime bien une courbe progressive qui va tranquillement, si c'est bien fait, nous amener jusqu'au climax. Le scénario est prévu pour que la tension présente autour de la table suive une courbe ascendante jusqu'à mener au climax. Cet effet peut être intelligemment accompagné par la maîtrise de partie. Soyez plus coulant au début du scénario. Voilà, ne soyez pas trop regardant quant à ce que les personnages décrivent. S'ils posent pas tout à fait la bonne question, faites-leur remarquer, mais donnez-leur quand même les infos. Et puis au fur et à mesure que vous allez avancer, commencez à relever votre niveau d'exigence, et ça mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que ce qui a lieu là en méta-jeu va faire comprendre aux joueurs présents à la table que là, ça y est, on est dans du lourd. Là, maintenant, les décisions qu'on pose, les actions qu'on va faire vont vraiment peser sur l'issue du scénario. Et donc, ça vous permet d'aller jusqu'au climax. De la même façon, lorsque le scénario débute, on est sur une enquête traditionnelle de crime rituel avec potentiellement un tueur en série, mais on n'est pas tout de suite dans le surnaturel. C'est une menace, mais d'ordre humain, et il faut que ça se sente aussi dans la progression du scénario. Les éléments surnaturels, ils vont apparaître progressivement. Alors, même si, bien sûr, évidemment, vos joueurs, ils savent qu'ils sont dans le cadre d'une partie d'enquête poulpique, donc ils se doutent bien que ça va pas être une simple affaire policière. Encore qu'il y a des scénarios, on peut trouver divers scénarios où ça reste à un niveau très policier, très
très simplissime, entre guillemets, sans surnaturel. Alors même si vos joueurs ont conscience de cela, il faut tout ce qui concerne le côté fabuleux, extraordinaire, surnaturel doit être amené aussi progressivement. Progressivement, pour pas qu'il y ait une rupture et que là on se dise ouh là là c'est mal fait, d'un seul coup on bascule dans quelque chose qui n'était pas prévu au programme, et puis qu'il y ait quand même une avancée, donc progressif, hein, petit à petit. Bon, généralement là dans le cas de figure, certaines scènes n'apparaissent qu'au bout d'un moment en ce qui concerne le surnaturel, donc ça devrait bien se passer. Ensuite, un petit paragraphe que j'ai appelé croiser les PNJ. Alors, bien garder en tête l'horloge concernant l'évolution de la ville au cours du scénario. Elle vous permet de connaître un peu, en fait, le ressenti des habitants de la ville. Et ça, vous devez, en tant que maître de jeu, parvenir à le faire passer lorsque vos investigateurs vont interagir avec des simples habitants. Au début, à part si on leur parle des crimes, bon, peut-être même un simple habitant n'aura pas l'idée d'en parler. Par contre, plus la tension augmente dans la ville, avec tous les événements qui sont prévus dans cette horloge, plus à ce moment-là, il faut faire en sorte que ce soit crédible, que la réaction en fait des habitants soit tout à fait crédible. Et il y a suffisamment de choses extraordinaires dans le scénario, y compris lorsque les migots commencent à apparaître, pour vous reposer sur ces éléments-là afin de quelque chose de cohérent. J'en précise pour dire que dans les choses que j'ai rajoutées, il y a également une chronologie générale. Alors la chronologie générale, c'est une horloge, à la différence près que par rapport aux autres horloges qu'on a vues, tous les éléments qui sont inscrits dessus vont nécessairement avoir lieu. Hein, on avait vu que les autres types d'horloges, le maître de jeu peut, selon ses besoins, choisir d'enclencher ou pas une des lignes de l'horloge. Là, c'est systématique. D'ailleurs, je l'ai conçu avec telle date, il se passe ça. Telle date, il se passe ça. Ça, c'est une feuille qu'il faut peut-être même avoir tout le temps sous les yeux à côté de soi pendant qu'on mène la partie. Ça évite d'oublier des choses ou d'avoir à compulser comme ça les pages du scénario. Ah, on est le 18, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Voilà, donc cette feuille-là, vous faites une photocopie ou vous l'enlevez, vous la mettez à part, et ça vous permet d'être sûr d'être sur les bons rails en termes de chronologie. Ensuite, j'ai précisé quelques petites choses concernant les apparitions de migots. L'apparition des migots doit faire basculer le scénario dans l'horreur fantastique. C'est un moment charnière, en fait. Important, parce que si le crime du clochard, il apparaît un petit peu comme un meurtre comme les autres, ça fonctionne moins bien, et vous privez les joueurs en fait d'une dimension importante en termes d'immersion. Il faut que là, il se passe quelque chose. Alors moi je conseille de s'inspirer un petit peu de ce que fait Lovecraft lui-même dans ses nouvelles, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner la dimension fantastique, il faut, par exemple, dans votre description, éviter d'être trop précis. Hein. Ne décrivez pas trop précisément les migots. Restez volontairement vague. Et ça va vous permettre une chose primordiale, c'est qu'en fait, chacun des joueurs va devoir se reposer sur son imaginaire propre pour s'auto-effrayer. Et ça marche très bien. Ça marche beaucoup mieux que si vous essayez d'effrayer un joueur. Parce qu'on a tous des personnalités différentes et un moi intime qui va faire qu'on est plus effrayé par ceci que par cela. Y compris, si on prend un cas de figure tout simple, une araignée, la description d'une araignée, selon la description A va peut-être plus faire peur au joueur A, au joueur A', et la description B fera moins peur au joueur A', mais plus peur au joueur B ou C. Voilà. Alors le corps des créatures fait penser à celui d'un insecte géant dont les pattes sont garnies de pinces acérées. Ainsi, donc, lorsque le premier migot s'enfuit après avoir tué le chauffeur, il faut que vous fassiez le message à faire passer au personnage, au-delà de la description, c'est qu'en fait, ils sont face à des créatures surnaturelles qui les dépassent, aussi bien par leur nature physique, psychique, par leur façon de penser, que par éventuellement les complots qu'ils ourdissent, etc. C'est du détail, mais c'est très important pour que la partie vraiment prenne tout son sel. Et j'avoue que
L'horreur, en fait, elle doit s'accompagner aussi d'un sentiment d'impuissance. En tout cas, toute l'œuvre de Lovecraft va dans ce sens. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas juste on résout des cas, non. Euh, Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent de plus en plus futile en tant qu'être humain face à la menace. Et enfin, un dernier paragraphe parle un petit peu, donne quelques pistes pour bien mener la dernière confrontation avec Abzo, lorsque les personnages arrivent dans la demeure, s'ils y arrivent après le 17. Là, ça peut être un petit peu compliqué. Donc au départ, les personnages pensent être en présence du juge Saunders, puisque Abzo a investi son corps. Et là, ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Donc je vous ai donné quelques pistes pour gérer ça au mieux possible. Voilà, nous en avons terminé avec cette playlist centrée donc autour de l'affaire du poudrier de cristal. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Éventuellement, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu en temps réel des prochaines parutions. Nous allons changer complètement d'univers pour la prochaine playlist qui sera centrée autour du monde de Corm, un univers d'heroic fantasy. Le scénario, je vous mets un lien en dessous, il est disponible pour ceux qui souhaiteraient le prendre. Voilà, vous allez passer par une petite page qui va vous proposer de soutenir éventuellement la chaîne, et puis vous serez renvoyé vers un lien pour pouvoir directement télécharger le PDF du scénario. Je vous dis au revoir et à bientôt.